Tarbes, d'abord, a une forme tout à fait originale. C'est une ville-rue, donc qui s'étend tout en longueur, rappelez-vous, hein, et sur environ 1 km de long, et encore davantage si on compte les extensions qui vont arriver plus tard. Ensuite, ça c'est un point important, la deuxième chose, la deuxième caractéristique, c'est l'abondance de l'eau et des canaux. Hein. Oui. Alors on a une vallée qui est très large et qui ressemble à une plaine. Vous voyez, on dit d'ailleurs la plaine de Tarbes, hein. C'est pas le hasard. Donc c'est un site relativement favorable, à condition de savoir maîtriser l'eau. Voilà. Donc, ce que je voulais ajouter simplement, c'est que vous avez une pente moyenne de 1% ici. Et ça, pour l'hydrologie, c'est une pente importante. C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème d'écoulement. Du sud vers le nord, il n'y a aucun problème d'écoulement. Autre chose alors, donc une ville-rue bien sûr, et ensuite l'autre originalité, c'est un chapelet de bourg. Ça c'est vraiment très original aussi, c'est-à-dire que au fur et à mesure que la ville s'agrandit, eh bien on construit un nouveau bourg, sans pour autant unifier les fortifications, ça je vous l'ai dit, et il n'y a que Carrère-Longue et la Cède qui apparemment, hein, mais c'est pas sûr, hein, parce qu'on connaît très peu de choses sur leur système de défense, vous voyez, Carrère-Longue et la Cède ont peut-être unifié leur territoire et mis un seul système de fortification, fossés, murs, etc. Palissade éventuellement. Alors, je reviens sur ce qui est le plus simple à retenir. Vous voyez que Carrère-Longue, alors ne tenez pas compte tout à fait ni de la forme ni de l'étendue des différents bourgs, parce que le but de Maurice Berthe en faisant ce croquis, c'était un souci pédagogique, faire comprendre aux gens, c'est tout, et identifier, si vous voulez, ce qui à l'époque était absolument inconnu, parce que avant ça, on se contentait donc de ce plan de Tarbes qu'avait fait l'abbé Rigaud à la Révolution. Mais il l'avait fait, hein, il ne l'avait pas trouvé dans les archives. Hein. Donc ça manquait beaucoup. Hein. Et là, on a quelque chose donc de vraiment précis. Une rue qui s'appelle la rue Longue, par exemple, à la Cède et à Carrère-Longue. Et cette rue Longue passe au Maubourguet, au milieu du Maubourguet. Dans les fouilles, on a retrouvé l'emplacement du chemin, hein, qui va donc de la porte du Trépadet, des Trépadets qui est ici, et qui ouvre sur la cité épiscopale, et la porte du Rolodge, qui est là, et qui permet d'accéder donc au Bourvieux. Voyez, et puis cette rue se prolonge au milieu, c'est la rue Broba actuelle, hein, donc au milieu, et elle va jusqu'au Carme, pratiquement, jusqu'au portail d'avant, comme on disait. Donc, retenez cette deuxième idée, un chapelet de bourg, ce qui n'a pas changé quand Guillaume Morand, donc 2 ou 3 siècles après, décrit Tarbes, hein, c'est l'expression qu'il emploie, un chapelet de bourg. Ensuite, on a parlé de... Donc, je disais d'ailleurs, en référence à certaines choses, que ce croquis de Maurice Berthe n'était pas destiné à... il avait un souci pédagogique, c'est tout quand il a publié ça. Hein. Donc on peut le critiquer, mais c'était le premier croquis de Tarbes au Moyen-Âge et du chapelet de bourg, hein. Donc bien identifié là. Hein. Donc une rue unique, une ville-rue en quelque sorte, hein, et puis un chapelet de bourg.
Voilà, c'est un rappel de ce qu'on avait fait la dernière fois. Hein. Ce canal, il correspond à quel endroit actuel? Alors, Alors, mais de toute façon, il n'y est plus. Il passait, on l'a bien vu d'ailleurs, parce qu'il existait encore sous le sol, oui, il passait et il allait presque directement à l'ancien garage La Fitole. Vous voyez? Donc quand ils ont fait des travaux, là, ils l'ont découvert. Il y avait encore le canal 19e, disons, mais enfin, l'emplacement n'avait pas bougé. La résidence Olympia, elle est sur ce canal aussi. C'est dans la rue d'Arthur. Oui, les tracés sont simplifiés là aussi. Hein. et puis il y avait peut-être des canaux. Montbourguet, c'est l'actuelle place de Verdun. Oui, bien sûr. Oui. Moi, vous voyez, ça n'a pas un intérêt capital, j'habite ici. C'est-à-dire Il est riverain du canal. C'est-à-dire que le canal n'existe plus, mais la rue René Bier actuelle, qui donne sur la rue Victor Hugo, elle était sur le canal. Voilà. Le canal, de même que j'ai connu ce canal aussi quand j'allais à l'école à Jeanne d'Arc. Alors c'était pas celui-là, c'était le canal oriental. Oui, voilà. Derrière l'école Jeanne d'Arc. Pardon. Non, mais très bien. Très bien. Donc, je ne sais pas si on a répondu. On a les Cordeliers actuellement. C'est le moderne, l'hôtel moderne. Voilà. C'était là où il y a... Mais je vais vous montrer une photo de cadeau là tout à l'heure. Alors évidemment, c'est la rue Bertrand Barrère en gros. Ah oui, c'est la rue Bertrand Barrère. Il y a une carte postale où on voit le canal encore. Et là, qu'est-ce qu'il avait mis là, c'est le couvent là. Oui, le couvent, Cordelier. Donc l'hôtel moderne. Voilà. Actuel, enfin, ce qui est l'immeuble moderne, là, voilà. Qui était l'ancien hôtel moderne. Donc, la rue Massé et l'avenue Bertrand Barrère. Voilà. La rue Longue, ça pourrait être la rue Abbé Tournai, non? C'est la rue Abbé Tournai. Oui, en partie. C'est ça. Merci. Quand on a Peu importe. Donc, ont été remblayés, ils ont été busés, comment s'écoule l'eau? Ils ont été recouverts par des grosses dalles de schiste la plupart du temps, hein, au départ. Donc il y a l'eau dessous. Il y a l'eau de quelques égouts qui, contrairement au règlement, sont encore branchés dessus. Hein. Ça, on l'avait vu donc dans ce secteur-là. Vous voyez, le garage de La Fitole devait être par là. Donc, tout ça avait été découvert quand ils ont fait des travaux place de Verdun, là, dans cette partie-là. Hein. Pas le parking, hein. D'autres travaux. Donc, ça c'est original, ce chapelet de bourg, là, hein. Tout à fait original d'ailleurs. Hein. Donc, vous l'avez là. Hein. Donc, à l'origine, on a la Cède, bien sûr, et probablement le Bourg-Vieux. Je vous ai déjà expliqué que l'église Saint-Jean était certainement beaucoup plus ancienne qu'il n'y paraît, puisqu'il y avait le tombeau de Saint-Michelin et que Grégoire de Tours en parle au VIe siècle. Alors s'il parle du tombeau de Saint-Michelin à l'église Saint-Jean, c'est qu'il y avait quand même quelque chose, au moins une chapelle. Voyez, donc de toute façon, deux noyaux urbains à partir duquel tout est parti, c'est la Cède d'un côté autour de la cathédrale et c'est le Bourg-Vieux. Et puis après, progressivement, la ville s'est agrandie et elle s'est agrandie par ajout de bourgs, comme on l'a dit. Hein. Donc ensuite, le Maubourguet. Les fouilles ont montré qu'il y avait une occupation du Maubourguet dès le XIe siècle, ce qui était un peu une nouveauté quand même, hein, puisque jusque-là on pensait le Maubourguet plus ancien, peut-être XIIe, vous voyez. Ensuite vous avez le Carrère Long aussi, donc l'extension de la Cède tout autour là, qui va commencer au XIe siècle aussi. Puis vous avez le Bourg-Neuf, c'est 12e, voyez. Et puis ensuite les petits bourgs, Bourg-Navette, Bourg-Grabé, ça c'est 13e siècle, bien sûr. Hein. Mais il y avait aussi des faubourgs, c'est-à-dire des extensions
qui ne sont pas devenus encore des bourgs. Faute de population assez abondante sans doute, hein, mais en tous les cas, ces extensions, elles existent. Alors au sud, en direction des Haras, là, vous avez Mateloup. Au nord, en direction de l'ancienne église Saint-Martin, vous avez Martiac. Donc, où on trouve encore des vestiges gallo-romains. Hein. Et voilà les deux principaux, mais il y en avait un aussi autour, Moïse, autour du couvent des Cordeliers, et il y avait un autre faubourg là aussi. Donc vous voyez, c'est une affaire compliquée, mais il y a une chose qu'on doit retenir. Il y a une grande expansion démographique à Tarbes à ces époques-là. Vous voyez? Oui, j'ai oublié Forcade, là. Hein. Forcade, qui était aussi un faubourg, vous voyez? Alors, continuons. Alors, les canaux, c'est pareil. Des canaux partout. Vous avez vu sur le plan canal oriental, canal occidental, c'était l'essentiel. Mais le canal occidental alimente aussi la grotte, pour la partie et de la Cède. Vous voyez, donc la Cède avait de l'eau aussi comme les autres bourgs. Maintenant, il faut se dire que tout ça, c'était, il y avait beaucoup de rigoles. Beaucoup de rigoles. Donc, vous imaginez les canaux, et ici, là, au Foulon, il y avait un canal tout le long, bien sûr. Donc, c'était le canal oriental, là. Et ensuite, vous imaginez la rue des Grands Fossés, c'est-à-dire la rue Maréchal Foch, pas la rue actuelle, mais enfin, la rue des Grands Fossés, et puis à l'opposé, en parallèle, la rue Georges Clemenceau, et tout ça des fossés tout le long, de l'eau, des canaux. Vous voyez, et des fossés un peu partout. Alors ça, c'est l'originalité de Tarbes. Hein. Bon, ensuite, le mot bourguet, on l'a vu la dernière fois, je passe vite. Donc, il y avait, je crois que c'est le plus original aussi, au mot bourguet, il y avait un certain nombre de traces d'activités artisanales, disons. Hein. Donc, des trous de piquet qui, dès le XIe siècle, signalent qu'il y avait certainement des gens qui habitaient là, mais dans des cabanes, hein, simplement, hein, là. Et puis, une activité textile, peut-être à cause des pélames, des réservoirs, hein, qui servaient donc pour l'activité textile, la teinture, ça peut servir à beaucoup de choses. Hein. En tous les cas, plutôt pour l'industrie textile quand même. Hein. Plutôt, mais il peut y avoir d'autres utilisations aussi. Hein. Donc on a trouvé des graines carbonisées aussi, par exemple, beaucoup de traces de foyer aussi. Traces argileuses, vous savez, ils mettaient un soubassement d'argile pour avoir une surface à peu près plane, hein, et puis ils faisaient du feu dessus, et l'argile cuit. Donc vous retrouvez l'argile cuite comme ça, elle est, on dit rubéfiée souvent, c'est-à-dire elle a une couleur rougeâtre aussi un peu. Donc ça prouve qu'il y avait quand même certainement des habitants au Maubourguet dès le XIe siècle, et puis qu'il y avait des activités artisanales, puisqu'on a trouvé des morceaux de tissu aussi. Donc on en arrive donc aux trovas, dont je passe, on avait vu tout ça. Vous vous rappelez le chemin qui joint la porte des Trépadés à la porte du Rolodge, avec un canal médian au milieu. Hein. Alors, des murs en galets, mais pas partout. Et souvent, quand vous avez une maison en galets, c'est le soubassement qui est en galets. Le haut est en bois, en encorbellement et en torchis. Alors, je vous ai photographié, enfin j'avais photographié à une époque, voilà, une maison en torchis, un bâti de bois, et puis vous voyez du torchis partout.
Voilà, donc sur un soubassement en galets, on met une poutre, et puis là-dessus, on élève donc la charpente en bois. C'est une charpente en bois un peu partout, et puis entre les solives, entre les piquets en bois, vous mettez votre argile avec de la paille mélangée. Donc ils avaient la technique, et c'est une bonne technique, on y revient. Oui, c'est une bonne technique à condition qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau. Il faut que le toit soit impeccable. Uni comment? Avec de l'air chaud avec... Non, des galets montés à sec, hein, à la base, oui. Des galets montés à sec. Là, enfin, moi, ce que j'ai fouillé à Mauvezin, c'était ça, c'était un appentis qui était contre le mur, et il y avait donc un soubassement de galets montés à sec. Voyez? Et dessus, vous posez votre poutre. Elle a un nom spécial. Donc votre poutre, et par-dessus, vous élevez l'ensemble. Maintenant, au XIVe siècle, quand même, c'est-à-dire les constructions à Lorraine, au Montbourguet, à l'époque des constructions de maisons, toutes les toitures sont en ardoise. Dans d'autres régions, vous auriez trouvé du chaume. Ici, les toitures sont en ardoise. Et même cet appentis à Mauvezin, là, il avait aussi une couverture d'ardoise. L'ardoise était un matériau courant pour les toitures dans la région. Donc voilà, vous avez une idée plus précise peut-être. Et alors, on va parler maintenant de ces règlements. On appelle, au XVIIIe siècle, on appelle ça des règlements de police. Vous voyez, on les a d'ailleurs conservés au XVIIIe siècle dans les archives. Et ici, donc, vous voyez, chaque article définit un code de conduite et puis les peines encourues si ce code n'est pas respecté. Par exemple, dans le premier, là, l'article 1, je vous les résume un peu parce que peut-être que du fond vous ne les voyez pas. Il est interdit de boire la nuit, même au cabaret. Voilà. La nuit est sauf. Ah. Voilà. Là, à l'époque, c'est pas une question d'heure, c'est une question de jour. Hein. Oui, voilà. Et puis, vous avez une exception notable, le temps de la foire. Alors le temps de la foire, inutile de vous dire que là, ça doit débiter les boissons, les débits de boissons. Bon, il y a une interdiction particulière chez les Carmes, enfin dans la rue des Carmes, vous voyez, et surtout de jouer la nuit. Voilà. Donc interdiction de boire, mais interdiction de jouer aussi la nuit. Hein. Ensuite, bon, il y a, ça me pose question, mais je ne saurais pas vous répondre. Hein. Il y a un article qui concerne uniquement les ventes de piments blancs ou rouges. C'est curieux. Hein. Peut-être qu'on en mettait beaucoup. À l'époque, le poivre, donc on n'en avait pas là. Hein. Et on devait mettre du piment un peu partout pour relever les mets, mais enfin bon, il y a des mesures pour le piment également. Hein. Bon, ensuite, vous avez le crieur public qui publie les enterrements, c'est-à-dire qu'il informe la ville qu'un tel ou un tel est mort. Et pour ça, il reçoit donc... voilà. Une tasse de vin. Et alors, vous remarquerez que les amendes sont payées à la ville. Elles sont payées... Attendez, on va revenir là. Oui, le seigneur de la ville. Les gardes sont payés aussi avec les amendes. Et les gardiens. Il y a à la fois des gardes et des gardiens. Il y a une certaine surveillance quand même. Mais si on le défend, c'est que ça existait. Oui. Hein? Si on vous défend de stationner à un endroit, c'est parce qu'il y a des gens qui ont stationné à cet endroit. Donc c'est un peu la même chose là. Hein?
Alors là, ça va être pareil. Bon, là, il est payé différemment s'il publie en sonnant du corps ou sans sonner du corps. Voilà. Si c'est avec le corps, c'est plus cher. Voilà. Alors, l'article 18, il est particulier, mais il est très important aussi. Il est interdit à tout étranger de stocker le blé dans les maisons. Donc, c'est la chasse à ce qu'on appelle, en temps de disette, en temps de crise, si vous voulez, les accapareurs. En temps de guerre aussi, parce qu'on parle des accapareurs à l'époque de la Première Guerre mondiale aussi. Vous voyez? Donc là aussi, il y a des peines qui sont établies. Ah oui, ensuite, vous avez l'article 39, là, qui assure la propreté des canaux. Interdiction de jeter des chiens ou des chats morts dans les canaux, par exemple. Ça doit se passer souvent, parce que c'est le plus simple. Des chiens, des chats qui crèvent, on les balance dans le canal. Il est juste à côté, alors... Ensuite, l'article 41, là, c'est en temps de foire, il est permis de jouer, mais sous surveillance. Vous voyez, sous une étroite surveillance. On dit même que les gardes seront tenus de jurer sur les reliques des saints qu'ils feront exactement le dû de leur charge. Vous voyez, on leur fait jurer à l'avance. Et puis, s'il y a ce qu'il appelle dans le texte des battements, s'il y a des bagarres, alors là, il y a la démarche à suivre, ou conduire les bagarreurs. Vous voyez, on les retient à la maison de ville, et l'amende qu'ils encourent. Alors, à l'article 46, ici, c'est le fumier, l'emplacement des fumiers qui est réglementé. Vous voyez, il est question de la porte des trépadés, etc. Et même hors les murs, ni dehors, près des murs. Vous voyez, hors la ville, près des murs, là aussi, on jette tous les fumiers. Et puis... donc on assure la propreté de la ville, quoi. Alors ça m'a surpris, et c'est curieux, ça concerne les femmes accouchées, et ces femmes accouchées, il faut pas leur donner à boire et à manger. Et les visiteuses qui viennent, il est interdit qu'elles apportent de quoi boire et de quoi manger. Là, j'avoue que c'est curieux, ça m'a surpris, mais enfin, je n'ai pas d'explication. Alors là aussi, c'est une suite, là vous voyez en 52, c'est pour les baptêmes, je ne sais pas pourquoi, il limite le nombre de femmes pour le baptême à 6. C'est curieux, ça aussi. Bon. Et l'article répète la défense qu'on a vue à l'autre article. Défense leur sont faites de boire ni manger dans la maison de l'accouché. Vous voyez? Et à cette dernière de leur en donner. Alors, toujours pour la propreté des rues, 63, là, l'article 63, il est défendu de faire la lessive dans la rue, depuis la rue droite du Carme jusqu'à l'Ormeau de Soleil, c'est-à-dire toute la ville du Comte. L'Ormeau de Soleil, je pense que c'est, vous savez, cette placette qui existe encore après le lycée Théophile Gautier, et devant le restaurant qui s'appelle l'Épicerie. D'ailleurs, il l'utilise en terrasse, l'été. Bon, ensuite, ici aussi, on a l'impression que la ville contrôle étroitement les prix aussi, puisqu'il est interdit de payer trop cher les différents artisans qui sont nommés. C'est-à-dire là, c'est les charpentiers, menuisiers, maçons. Outre le dîner et le goûter, c'était compris.
dans le prix, à peine au-delà de 9 liards la journée. Donc il y a un contrôle des prix. C'est un règlement de police et ça nous renseigne un peu sur la vie quotidienne. Alors ce règlement, on n'a pas l'original, malheureusement, on a une copie d'Oyenhart, ensuite une copie de l'Archer, vous voyez, puisque là c'est extrait de l'Archer. L'Archer, c'est notre érudit du XVIIIe siècle qui avait copié des quantités de documents. Et heureusement qu'il était là, parce que les documents, ils ont disparu après. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir, hein? On peut en retenir que le travail est libre, mais contrôlé. Donc, il n'y a pas de corporation à cette époque-là à Tarbes, mais il y a des contrôles fréquents de métiers. Vous l'avez vu pour les prix, par exemple, vous l'avez vu pour l'interdiction d'entreposer, d'accaparer le blé. Vous voyez? Donc il y a des bouchers, il y a des boulangers, il y a des marchands de poissons. Alors, poissons frais, poissons pêchés dans la Dour, mettons, ou les Chaises, et du poisson salé en provenance du Pays Basque. Vous voyez, déjà à cette époque-là. Hein. Alors, il y a des cabaretiers, bien sûr. Alors, le cabaretier, il est surveillé spécialement. Hein. C'est-à-dire, à chaque arrivée d'une barrique de vin, il faut qu'elle soit contrôlée. Et le prix est fixé, le prix de la tasse de vin, on vend le vin à la tasse, eh bien, le prix de la tasse de vin est fixé par la ville aussi. Hein. Alors, d'autres métiers, hein. Vous avez les pelletiers, les merciers, tailleurs, teinturiers, cordonniers, chaudronniers, marchands de poterie, fabricants de vaisselle de bois. Vous voyez, ils ne sont pas tous là. Hein. Donc le but de ces trobas, c'est de protéger les habitants contre les fraudes, les tromperies, la hausse des prix, etc. Alors on relève dans les trobas, comme on l'a déjà relevé ailleurs, hein, l'importance des foires et des marchés. Alors les marchés, c'est Place Saint-Jean. Hein. J'ai une petite anecdote, même si elle est hors de cette époque-là, c'est que un peu plus tard, ça devait être au XVIIe siècle, les marchés avaient toujours lieu donc à la place Saint-Jean. Elle n'est pas grande, hein, mais enfin à l'époque la ville n'était pas grande non plus. Les gens se plaignaient parce que les jours de marché, les animaux divaguaient. Ils allaient boire l'eau du bénitier et ils allaient faire leur déjection dans l'église Saint-Jean. Alors du coup, on l'a transféré un temps, on a transféré ce marché hebdomadaire, là, on l'a transféré à la place Maubourguet. Parce que la place Maubourguet, le Maubourguet n'était plus un bourg, là, hein, c'était une place. Donc c'est plus tard. Hein. Donc on remarque aussi que beaucoup de trobas s'occupent de l'hygiène et de la propreté des rues. On contrôle évidemment tout ce qui est public, et notamment les processions, les manifestations publiques en cas de... si vous avez l'arrivée du Prince Noir à Tarbes, par exemple, eh bien, on contrôle étroitement toutes les manifestations qui vont être faites, vous voyez, ce genre de choses. Donc pour finir avec donc cet aspect de Tarbes tout à fait à la grande époque, si vous voulez, à la grande époque médiévale, hein, à la fin du XIIIe siècle, eh bien vous avez un vestige de cette époque qui peut se voir encore. C'est la tour de la Glacière. Celle-là. D'ailleurs, ils mettent réservoir de la tour de la Glacière. La tour de la Glacière est située à l'angle de la rue Foch et de la place de la mairie.
l'angle qui est à l'est. Mais vous ne la voyez pas, parce qu'elle est à l'intérieur des maisons. Alors, les gens bien informés, il y avait autrefois un escalier qu'on pouvait monter chez un particulier, dans une maison particulière, là, juste à côté, et par ici, si vous voulez. Alors, il faudrait revoir le plan en entier, mais je pense que la rue des Grands Fossés se trouve tout à fait en haut. Et là, ça doit être la place de la mairie actuelle, quoi. Hein. Pourquoi la tour de la Glacière? Alors il reste les bases, le soubassement, hein. Il n'en reste pas une tour entière, bien sûr. Hein. Alors il appelle réservoir parce qu'on y a entreposé la glace. Parce qu'ils étaient assez malins pour faire venir la glace de la montagne et l'entreposer dans cet endroit-là, particulièrement frais, parce que les murs étaient très épais, vous voyez. Et puis on recouvrait tout ça de paille et d'autres choses. Et par conséquent, on conservait la glace l'été. Enfin, une partie de l'été. On l'écoulait pendant l'été au moins, pendant la belle saison. Alors ça existe encore. Maintenant, dites-vous bien que les fortifications de Tarbes, le fossé, on ne le voit plus, mais les fortifications de Tarbes, elles peuvent se voir encore en soubassement, mais en retrait de la rue Maréchal Foch. Par exemple, je me rappelle que autrefois, la librairie Léris, vous voyez, eh bien, ou c'est la maison à côté, ou c'est chez eux, je ne sais plus. On pouvait descendre à la cave, et à la cave, on voyait la muraille du Moyen-Âge, la muraille de fortification. Mais vous êtes à l'intérieur des maisons. Vous voyez, les maisons ont pris sur la fortification, sur le mur démoli, et puis sur une partie du fossé. Donc ça, c'est une première chose. Et voilà, les vestiges du couvent des Cordeliers. Il paraît qu'on voit encore la base du clocher. Mais à l'époque, c'est-à-dire fin 19e siècle, l'époque de l'architecte Cadot, qui était l'architecte départemental, il avait fait des photos des Cordeliers, donc qui se trouvent dans le moderne, à l'intérieur, là aussi, et qui ont été démolis. Là, hein. Ça a été démoli, c'était l'ancien cloître, qui avait servi d'écurie, je pense, ou je ne sais trop quoi. À l'heure actuelle, alors ceux qui connaissent les coins aussi sont capables de dire à telle fenêtre on voit le soubassement du clocher. Pas moi, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu celui-là. Alors, une chose qu'on a trouvée au Maubourguet qui est importante quand même, c'est un poids monétiforme, deux d'ailleurs on en a trouvé, deux poids monétiformes de Toulouse, de 1260 environ, si je me rappelle bien, et donc ça sert à peser la marchandise, hein, mais avec le poids en cours sur le marché de Toulouse. Ça veut dire qu'il y avait des liens entre les deux marchés. Donc ça confirme l'importance des foires et des marchés, vous voyez. Bon, tout ça on l'a dit, je crois. Hein. Ah oui, insistons alors, puisqu'on a vu les trobas. Les trobas, c'est les règlements faits par la municipalité, en quelque sorte. Le comte n'a rien à y voir, là. Le seigneur de la ville, le comte qui est le seigneur de la ville, hein, il n'a rien à y voir. Donc la ville de Tarbes possède une gestion municipale autonome. Voyez ? Voilà ce qu'on peut dire. Et on va passer à toute autre chose. Or, la suite chronologique, est-ce que vous voyez ça ? Une photo caractéristique parce que qu'est-ce qu'on voit là? Une espèce de cimetière où on creuse les fosses pour mettre les cercueils, et des cercueils, il y en a partout. Il y a partout des gens qui amènent des cercueils. Donc, le maître mot à ce moment-là, c'est la mort. Donc,
Les beaux siècles du Moyen-Âge sont écoulés, jusqu'au XIIIe siècle, début XIVe. Même ici, ça perdure un peu plus au XIVe siècle, si vous voulez, mais les beaux siècles du Moyen-Âge sont finis et on passe à la période suivante, qui est une période tout à fait calamiteuse. Hein. C'est le XIVe et le XVe siècle. Donc, une période particulièrement marquée par des crises de toute nature. On va le voir. Alors les crises, vous les avez au gramme 2. Hein. Les crises, ça va être d'abord des crises liées à la famine, à la disette au moins, puis à la famine, hein, parfois, à cause des mauvaises récoltes. Vous avez la grande peste, la peste noire à cette époque-là. Vous avez les prix, parce que contrairement à ce que voulaient les édiles Tarbé, là, les prix vont flamber. En période de pénurie, les prix flambent, et puis vous avez les guerres. Vous avez la guerre de 100 ans. Donc tout ça lié les uns aux autres, ça vous donne donc une crise qui se répercute sur toute la société et même sur la religion. Puisque c'est l'époque où on va avoir 2 papes et 3 papes à une époque. Ça n'a pas duré trop longtemps, hein, quand même. Mais enfin... Alors voilà comment il caractérise cette époque aussi, la mort qui frappe. Vous voyez, il y a un cheval d'horreur en quelque sorte là, avec ce squelette et sa faux, et il frappe tout le monde, que ce soit, alors on pourrait détailler, que ce soit, ici vous avez un évêque par exemple. Voyez, vous avez des riches, des puissants, des pauvres, la mort frappe tout. Et puis la maladie aussi n'épargne pas grand monde. Et la maladie, voilà ce qu'on nous montre. C'est une gravure de cette époque-là, bien sûr. Hein. Autrement, je ne vous la mettrai pas. Et vous voyez, c'est une cahute particulièrement ouverte au courant d'air. Et puis, vous avez tout un tas d'indices. Vous avez par exemple une paillasse. En guise de matelas, vous avez une paillasse là. Hein. Vous avez des lambeaux de tissu. Un tissu effiloché, un tissu rapiécé éventuellement, etc. Donc la maladie va frapper, mais la maladie c'est souvent la suite de la disette et de la famine. Donc les organismes sont tellement affaiblis qu'ils résistent très mal donc, à la moindre maladie. Et une chose, c'est que la population baisse. Et quand la population baisse, tous les défrichements qu'on avait pu faire aux époques antérieures, au beau siècle du Moyen-Âge, à partir du XIe, XIIe siècle, hein, on avait beaucoup défriché. D'ailleurs, les cisterciens, on les appelle les moines défricheurs, et les cisterciennes de l'Escaladieu, par exemple. Hein. Donc, c'était nos moines défricheurs. Et ces territoires, on a agrandi le territoire cultivé, beaucoup. Et finalement, à cette époque-là, la baisse de la population va entraîner ce qu'on appelle une déprise rurale, c'est-à-dire finalement on laisse beaucoup de terrains vacants, libres de culture, et puis les broussailles s'installent, et puis les arbustes, et puis la forêt, etc. Donc la forêt gagne du terrain là, et les animaux nuisibles qui sont dans la forêt, ils vont proliférer. On les chasse moins. Et vous avez ici donc une gravure des sangliers, particulièrement vindicatifs apparemment, hein, sangliers avec, vous voyez, de très belles défenses là.
Et cette image est extraite de quelque chose dont je vous reparlerai éventuellement. Hein. C'est le livre de chasse de Gaston Phébus. Vous voyez? Et puisqu'il indique différentes manières de chasser tel ou tel animal. Hein. Et donc là, vous voyez, ils chassent les sangliers particulièrement nombreux et qui vont s'attaquer aux récoltes, bien sûr. Hein. Ils détruisent les récoltes, ils font beaucoup de dégâts, bien sûr. Et là, vous avez une image de l'époque aussi qui vous montre donc des morts de faim, en quelque sorte. Alors, on essaie de trouver, évidemment, on a choisi la maison d'un riche bourgeois, vous le voyez. Alors, évidemment, là, on ne fait pas de nuances. Le riche, il est gros, il est gras, et par conséquent, on va le piller, on va s'emparer des provisions qu'on trouve. Regardez, quitte pour le jeune garçon là, à lécher, à mettre sa tête entière dans l'écuelle là, pour lécher les dernières gouttes. Alors, à d'autres époques, peut-être à cette époque-là aussi parfois, hein, l'homme gros, gras, riche, on aurait fait du feu, vous voyez, et on aurait mis ses pieds sur le feu un peu, pour lui faire avouer où il cache ses réserves, où il cache son argent, etc. Ça se faisait ensuite, un peu plus tard, c'était devenu la pratique courante au cours de la guerre de 30 ans. Donc c'est beaucoup plus tard. Hein. Mais enfin, rien ne nous empêche de penser qu'à cette époque-là, ça pouvait être le cas aussi. Hein. Toujours des gravures de l'époque. Hein. Les Juifs, tiens donc. Et oui, parce que simplement, hein, à qui la faute? On se pose la question, à qui la faute? Et la faute retombe aussi sur ceux qui ont crucifié le Christ, c'est-à-dire sur les Juifs. Vous voyez, c'est tellement facile de faire retomber la faute sur les gens qu'on pourchasse d'habitude, qui sont un peu à part, qui sont connus pour leur richesse, leur rapacité, puisqu'ils prêtent de l'argent souvent. Enfin, quelques-uns, mais ces quelques-uns, ils font l'image pour tout le groupe des Juifs, quoi. Hein. Vous voyez? Donc, vous voyez que l'époque n'est pas aux réjouissances. Et tout simplement parce que, première chose, alors, on est à cette époque-là dans ce qu'on appelle un petit âge glaciaire. C'est-à-dire que le climat a toujours varié. Hein. La preuve, quand on vous dit le glacier de la vallée du Lavedan, il arrivait jusqu'à Lourdes, il faisait plusieurs centaines de mètres de haut, on a du mal à l'imaginer, mais enfin, il arrivait là, donc ça prouve qu'il y avait un autre climat à une époque. Donc, et ainsi de suite. Hein. Donc le climat a toujours varié, et là on a un petit âge glaciaire qui va engendrer beaucoup de mauvaises récoltes, parce qu'il y a du froid et de la pluie, plus que d'habitude. Hein. Et vous voyez que les périodes de disette, en fait, les mauvaises périodes climatiques sont foison. Il y en a constamment. Ça revient très vite, surtout surtout à la deuxième moitié du XIVe siècle. Hein. Surtout, mais enfin pas seulement. Hein. Ah oui, j'ai oublié de corriger. Là, c'est 1340, hein, pas 1240. Et en plus, quand le climat a l'air plus favorable, l'année
l'année a l'air plus favorable pour les récoltes, il se trouve qu'il y a quelquefois l'échaudage des récoltes, c'est-à-dire un coup de chaud et de sec qui détruit les blés avant qu'ils soient qui puissent être ramassés avant la moisson, quoi. Ils prennent un coup de chaud, ils se dessèchent complètement, il n'y a plus rien à récolter. Vous voyez? Et encore, là, on a des données valables pour tout le pays. Hein. On n'a pas de données particulières, ou très peu pour le coin, ici, pour la Bigorre. Hein. Donc on se sert de ce qu'on a vu ailleurs. Hein. Par contre, le climat devient plus doux la deuxième moitié du XVe siècle. Et par conséquent, ça va être la fin de cet épisode dramatique là pour les gens. Hein. Pour ceux qui ont survécu, quoi. Alors en plus, il y a les épidémies très fréquentes. Et ces épidémies touchent en premier les jeunes enfants, bien sûr, hein, toujours. Et on retrouve, si vous voulez, un peu ce style de, comment dirais-je, de mortalité. Par exemple, quand on étudie les périodes où il y a des documents pour ça, il y a donc les registres paroissiaux de baptême, de naissance, et de baptême et de décès, et de mariage. Et au XVIIe siècle, par exemple, on trouve quantité. C'est rare qu'une année se passe sans quelque épidémie, sans une surmortalité. Donc, toujours est-il qu'à cette époque-là, en 1348, c'est la peste qui apparaît. Alors, elle vient probablement d'Asie. Et vous voyez que c'est une pandémie, c'est-à-dire une épidémie à l'échelle mondiale, complètement élargie. Et vous voyez que la population européenne va perdre entre 30 et 50%. Et Maurice Berthe, qui a fait un calcul assez savant et assez difficile, trouve 47% de pertes. C'est-à-dire qu'un bigourdan sur deux a disparu. Ce n'est pas rien. Donc vous savez que depuis cette époque-là où on n'avait aucune idée de ce que c'était, ni de l'hygiène, hein, et le bacille est transmis par les rats noirs, donc par les puces des rats noirs. Et on a une mention en vallée de Barège, vous voyez ici, l'an du Seigneur 1348, une maladie des glandes sévit dans la vallée de Barège et les 3/4 des habitants en moururent. Il n'en reste plus que le quart. Donc on a rarement un document comme celui-là qui indique ce qui s'est passé, parce qu'on a rarement, sauf là, des registres de notaires aussi anciens. Vous voyez, quand on les a conservés, on a... Alors, il ne faudrait pas croire que parce qu'il n'y a pas de témoignages, il n'y a pas eu l'épidémie. C'est simplement parce qu'on n'a pas les documents. Donc, on peut penser qu'à Tarbes, c'est comme ailleurs, et qu'on a perdu à peu près la moitié de la population. Donc, vous voyez, il va y avoir des périodes d'accalmie, puis des périodes de rechute, et ainsi de suite. Hein. Et la raison pour laquelle Tarbes a été infectée, autant que les autres sinon plus, hein, c'est parce que vous avez des foires, des marchés, de la circulation de personnes. Hein. C'est sûr. La première des choses que font les villes, c'est de fermer leurs murailles et d'arrêter les marchés et les foires, hein, quand il y a une épidémie comme ça. Ensuite, on a conscience, et là je pense à la ville de Vic, là,
où ça s'est produit, donc la grande épidémie de peste, la seconde après celle-là, c'est le milieu du XVIIe siècle, hein, et je pense à Vic, donc ils ont fermé et tout. Les gens qui le peuvent, ils s'enfuient. Alors en s'enfuyant, par exemple ici, ils vont à Ibos, ils vont aux alentours, loin de la contagion de la ville. Et ils amènent l'épidémie à Ibos ou ailleurs. Et la chose qu'on fait quand même, les maisons des pestiférés sont brûlées. Alors là, c'est beaucoup plus radical et ça peut avoir une efficacité là. Et ensuite, on isole les pestiférés, on les met dans un coin. Ici, on les mettait dans une île de l'Adour qui existait, à l'Adourette, ils appelaient ça l'Adourette, et ils étaient en quarantaine là. Hein. On a même un sud de l'Adourette, c'est-à-dire l'un des mariés, des futurs mariés était sur l'île et l'autre sur la terre ferme. Et ils se sont mariés comme ça au-dessus de l'eau. C'est vous dire. Bon, mais ça, c'est plus tard, c'est XVIIe siècle. Mais on imagine ce que ça peut être en 1348, quand ça s'est passé déjà, donc quand ça s'est passé de la même façon au milieu du XVIIe siècle. Là, hein. Mais on y reviendra plus tard. Alors voilà l'effet de la peste bubonique, c'est-à-dire que vous avez des pustules qui poussent, pas n'importe où quand même, mais à l'emplacement, comme on dit en vallée de Barège, des glandes. Et oui. Voilà, à l'emplacement des glandes. Donc je ne pense pas qu'on puisse voir ça, c'est pas tellement réaliste, mais c'est pour ça qu'on appelle la peste au XVIIe siècle le tar, et surtout on l'appelle le pourpre. Pourquoi? Parce que ces pustules-là sont rouges au départ et deviennent noires ensuite. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit la peste noire souvent. Bon, en tous les cas, c'est une maladie dont on réchappe très rarement quand même. Et vous voyez que la peste noire est partie sans doute d'ici, de la mer Noire, de la Crimée, vous voyez, et qu'elle a fait tout le tour de l'Europe en très peu de temps. Hein. Alors ici, vous voyez, on a une tache verte qu'il faudrait dire que l'épidémie a été moins active ou comme ça, mais c'est parce qu'en Béarn, il semble qu'on n'ait pas trouvé de documents concernant la peste. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas existé. Voilà. Hein. S'il n'y a pas les documents, il n'y a pas. S'il n'y a pas la preuve, il n'y a pas. Nous en avons un qui montre qu'il y a eu la peste quand même. Hein. Donc, voilà ce qu'on peut dire là. Donc ces épidémies sont très contagieuses. Hein. Et puis, cette époque va être marquée par la guerre. Donc c'est les débuts de la guerre de 100 ans, hein, qui a duré donc longtemps hein, quand même. Mais c'est pas une guerre continue, hein. Elle est entrecoupée de trêves. Hein. Mais enfin, grosso modo, 1336-1453. Vous voyez que c'est quand même considérable. Et ici, en Bigorre, la guerre, ça commence en 1360. Mais auparavant, il y a eu les défauts de récolte, il y a eu les maladies, etc. Et bon, eh bien, on va rester là pour aujourd'hui. Eh bien, merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.